Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus éléphantin de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. J'imagine que vous avez d'ores et déjà deviné l'adjectif du mois prochain. Comment ça va vous? De mon côté, j'arrive petit à petit à la fin d'un beau projet de jeu vidéo, réalisé en cette deuxième année de licence, dont je vous reparlerai très bientôt. Je me suis régalé avec Pragmata et Ace Attorney 2, en attendant les aventures d'Eliot, et avec elle, les vacances et la montagne de temps libre tant attendue qui va avec. Je ne devrais pas passer 40 ans sur l'intro cette fois-ci, car mis à part le bêta-test du jeu Jojo Golden Spirit, dont je vous ai déjà pas mal parlé la semaine dernière, l'actu Jojo est particulièrement calme en ce mois de mai. La prochaine fois on va se régaler, ceci dit, avec les nouvelles covers et les petites moqueries sur Delcourt, avec la sortie du tome 7 en France. Rien à signaler pour l'Ultra Jump donc, et voici la cover de ce 4ème épisode de l'arc Usagi, Fraude et Suspicion. Je la trouve géniale. Le callback à celle du chapitre 3 fait bien plaisir, et est particulièrement à propos pour cet arc sans Charming Man, permettant de voir l'évolution tout de même assez notable du trait d'Araki au cours de The Jojo Lands. C'est particulièrement visible sur Dragona, et ses poses goofy et pleines de personnalité prouvent une chose depuis avril 2023, Araki a bien cerné les personnalités des membres de cet incroyable groupe. La petite phrase d'accroche, il ne détourne pas le regard alors qu'il fixe la mort dans les yeux, est pleine d'aura, et raccord avec cet arc, où nos personnages vont littéralement devoir regarder ces morts en face, sans avoir peur. J'ai vu un tweet assez intéressant, qui remarquait que les poses de chacun pouvaient faire référence à leurs insécurités évoquées au cours de l'arc. Paco retire ce masque qu'il a peur de porter, cette peur de ressembler à sa mère dépeinte comme une lâche par le stand. Usagi fait un cœur de ses mains, car l'homme doute profondément de l'amour de sa mère. Jojo pointe vers sa marque, j'y reviendrai dans la review mais signe des injures laissées par la société sur ce dernier. Et Dragona, sa peur de communiquer dans une relation toxique passée. On y reviendra, et même s'il y a un peu de surinterprétation là-dedans, je trouve ça très intéressant. J'aime quand Araki tend vers des covers symboliques de cette façon. Bref, ne perdons pas plus de temps en analyse dans l'intro, et plongeons de suite dans le gros de l'analyse. Le combat contre le stand de stickers encore anonyme bat son plein, continuant d'en dérouler le fil et d'éclaircir les contours du fonctionnement encore nébuleux de ce dernier. Beaucoup d'actions ce mois-ci, une action véritablement exaltante qui m'a foutu un smile tout du long. Tout est bien rythmé et construit d'une main de maître. Particulièrement, l'alternance entre ces moments d'attaque bien lourds en développement et trop bas pour nos personnages, ainsi que ce combat aux proportions incroyablement goofy et débile, fonctionne du feu de Dieu. Et rappelle autant ce ton qu'on aime tant dans Jojo que les meilleures heures de Yakuza. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur une géniale planche, montrant la foule attroupée autour de l'étang, en train de regarder derrière eux de façon suspecte, puis de plonger dans la fosse crocodile lors de ce chaos ambulant complètement irréel, indiquant d'entrée de jeu le ton de ce chapitre et du combat, toujours plus over the top. Le regard en arrière, la plongée soudaine, les traces de sang précisément disposées tout autour de la fosse, plein de petits fusils de Tchekhov à retenir pour la suite. Nos personnages, en pleine panique, remarquent alors que tout le monde a bien le sticker collé sous leurs pieds. Ça répond déjà à ma belle interrogation, quant à la façon dont Araki nous avait laissé la semaine dernière, en nous révélant le sticker que sur Usagi et Dragona, soit un qui a subi l'attaque, et un autre pas du tout, venant foutre le doute sur la raison d'être de ces stickers. J'en étais sûr, comme prévu, l'homme jouait bien avec nos couilles, et cette volonté assumée de nous retourner le cerveau avec des fausses pistes de mise en scène. L'attaque de Jojo Dragona n'est donc qu'imminente, venant commencer le chapitre avec un beau fil rouge qui va permettre de développer ces personnages très intelligemment. Intéressant de noter que Paco en a deux. Ça peut tout aussi bien être qu'un simple effet de mise en scène random, que signe d'un fonctionnement du stand. Pour l'instant, rien ne permet de trancher. Paco n'a rien subi de plus que les autres, et la suite du chapitre ne nous donnera pas plus d'éléments. Mais étant donné les libertés de dépiction que prend Araki depuis le début quant à ce stand, je pencherai plutôt pour la première option. Après nous avoir offert un faciès de crainte absolument saisissant, Jojo déduira avec son QI de 143, comme à son habitude, que le sticker s'est attaché à eux après avoir marché sur du sang. Probablement celui de Max, quand bien même le manga n'a pas expressément montré tout le monde marcher dedans, et sûrement de Paco ou Usagi pour les autres, comme le montrait de façon très fort Shadowesque le chapitre précédent, alors que le tampon de la chaussure de Dragona était placé par-dessus du sang. Tous les gens qui ont sauté dans la fosse ont aussi dû sans aucun doute marcher dans le sang, leur collant ainsi un sticker et les faisant devenir victimes eux aussi de hantise. Allez, récapitulons une fois de plus le déroulé du déclenchement de ce stand, décidément passionnant, mais aussi relativement frustrant, j'y reviendrai, garni des éléments de ce chapitre. La suite ne nous en donnera pas beaucoup plus, alors profitons de ce moment. Ça va prendre un peu de temps, mais j'aime énormément ce stand, alors j'ai pas pu résister. Quelqu'un est tué ou blessé. La personne marchant dans le sang devient alors une victime, qui se fera hanter par une personne tuée aux alentours.
Il peut s'agir bien sûr de la personne tuée en question. A priori, ce sont des personnes qui ont systématiquement été tuées de près ou de loin en raison du stand. De façon directe ou indirecte, il est encore difficile de bien en cerner les contours en raison du supposé suicide de Max. Alors pour l'heure, on va s'en tenir à l'idée de aux alentours. Les hantises sont abstraites. Il ne s'agit pas nécessairement de la personne tuée le plus récemment qui peut apparaître en hantise, mais n'importe laquelle, et même plusieurs en même temps, comme montré dans ce chapitre. J'avais théorisé le mois dernier que la hantise avait besoin de posséder une personne bien vivante pour se manifester, mais suite à ce chapitre, je pense que c'est plus un effet de mise en scène pour renforcer l'effet de surprise. Ça vaut pour tous ces moments, mais comme exemple, Jojo n'a pas été possédé à ce moment-là. Je pense que tous les autres personnages le voyaient de façon bien normale, en train de retenir son frère, tandis que la hantise en profite pour attaquer à ce moment, Dragona sachant que Jojo se trouve derrière lui, afin de faire pression psychologique, en feignant l'idée que ce soit son frère qui lui parle. Ce qui m'a fait arriver à cette conclusion, c'est bien cette planche, où absolument aucune personne physique et réelle n'apparaît derrière ces pauvres touristes, se faisant bien sûr hanter puis attaquer par le stand. Les hantises sont invisibles aux yeux de tous, sauf de la personne hantée, et c'est tout. Aucune question de possession, malgré la mise en scène bien trompeuse. Ici, tout le monde voyait l'enfant que tenait Paco comme un simple enfant, tandis que lui voyait sa mère défigurée, n'ayant rien à voir avec l'enfant, simplement placée au même endroit pour faire baisser sa garde à Paco en brouillant sa vision du réel. Le gardien du zoo n'a jamais été réel, ça a toujours été un Max, visible uniquement par Usagi, à mon avis. Deux façons de se manifester différentes, et partageant au fond un fonctionnement absolument identique. J'espère que vous suivez. Maintenant, dernier élément à clarifier, pourquoi tous ces gens sautent-ils dans la mare? A priori, l'attaque du stand vise à faire saigner pour créer plus de morts encore, une véritable épidémie. Alors, pourquoi se contenter ici de les faire sauter? Rien de déconnant l'action en elle-même, il paraît possible que, par manipulation mentale, les hantises puissent faire sauter les gens contre leur gré, ou même les emporter physiquement, de façon plus concrète. Reste à voir ce qu'il en est de Tori et sa mère, mais bref, la raison de ce saut général serait tout simplement de tuer plus de gens, de par les alligators, les véritables armes de destruction massive, pour faire vivre un enfer à nos héros, avec des dizaines de hantises. Un élément que je ne comprends pas. En quoi est-ce vraiment utile de créer autant de hantises? Une ne suffit pas? Est-ce que plusieurs en même temps, c'est plus persuasif, et ça permet de faire plus de dégâts? C'est possible, mais un détail me turlupine. Si on récapitule, on a à l'heure actuelle 3 personnes tuées pouvant servir de hantise, à notre connaissance en tout cas. Max, le garçon et sa mère. Or, ils sont 4 à être hantés sur cette planche. Est-ce que les hantises sont définitivement abstraites jusqu'au bout, pouvant hanter plusieurs personnes à la fois? Dans ce cas, pourquoi diable vouloir en créer plus? C'est possible qu'une personne ait été tuée en hors-champ, mais je trouverais ça un peu chafouin de la part d'Araki. Et c'est ça le souci que j'ai avec ce stand. Entre les différentes dépictions, les 2 stickers de Paco, le saut des visiteurs et leur possession, il est très difficile de cerner ce qui est du ressort de la mise en scène volontairement trompeuse et parfaitement maîtrisée, du simple Araki, qui itère un peu comme il veut visuellement et en termes de mise en scène, avec un stand de fonctionnement dans le fond très simple, mais rendu complexe par tous ces éléments. Bah ouais, au fond, il y a juste des gens qui meurent, qui hantent les gens qui marchent dans leur sang, et les faisant flancher psychologiquement pour les attaquer, et y créer encore plus de hantise. C'est tout à fait possible que les chapitres suivants viennent expliquer tout ça de façon hyper cohérente et bien cool, et je le souhaite. Mais vu le supposé déroulé du combat très orienté action qui nous attend, je crains la simple planche bonus du tome 9, qui viendra simplement écrire ce que je viens de dire sans plus élaborer, laissant donc ces itérations à l'interprétation de chacun, comme c'est souvent le cas dans The Jojo Land. Ce serait pas grave du tout, la narration n'est pas impactée, car toute l'esthétique du combat est fantastique, et les règles sont tout de même suffisamment simples pour comprendre ce qu'il s'y passe. Mais pour moi, qui met un point d'honneur à des stands entièrement maîtrisés du début à la fin, depuis la galère qu'était Wonder of You, je trouve ça intéressant d'en parler. À suivre donc. Malgré tout, vu les zones d'ombre restantes que sont cette apparition chez Max, l'effet exact sur Tori et Allison, les conditions exactes de déclenchement de la hantise une fois un sticker posé, j'ose espérer qu'Araki reparlera du fonctionnement du stand de façon plus classe qu'en page bonus. Allez, reprenons ce fil de façon plus légère, si vous le voulez bien. Dragona va instantanément penser à l'idée la plus évidente, retirer le sticker avec Smooth Operators. Malheureusement, ça va lui faire des bêtises contre son gré et lui faire ouvrir la clôture d'éléphant se trouvant juste à côté, et surtout, causer instantanément l'apparition de la hantise. Ok, on a en tout cas une condition de déclenchement très claire, et j'aime beaucoup cette idée. La sentence est violente et instantanée, j'adore. Il va falloir trouver un autre moyen. C'est donc l'enfant qui va venir hanter Dragona, avec cette géniale mise en scène faisant croire à une possession de Jodio, confirmant donc une chose, l'enfant du chapitre précédent est bel et bien décédé. Je pressens déjà le combat, qui va avoir de sacrées conséquences sur le mental de nos protagonistes. Paco s'y étant tout de même attaché, et étant fermement opposé à l'idée de tuer des innocents. Alors, à quelle sauce Dragona va-t-il donc être mangé?
Souci relationnel au menu aujourd'hui, avec la révélation d'un premier amour, de qui Dragona était fou, un vrai prince charmant. Mais malgré cette belle façade, Dragona lui piquait de l'argent dans sa chambre, de temps en temps, pour refaire sa mâchoire. Il s'est alors fait jeter, de façon bien minable, gâchant son début de jeunesse. Revenons un peu sur tout ça, parce que c'est très intéressant. Rappelez-vous le mois dernier, je théorisais que le stand savait en effet tout du passé de nos personnages, mais abusait certains éléments, en l'occurrence validant leur plus grande peur, pour les faire se retourner. La mère d'Usagi est très conservatrice et bébête, certes, mais n'irait pas jusqu'à sucer un gars devant sa fille non plus. La mère de Paco est partie, certes, mais pas sans amour pour son fils, c'était le seul choix face à un mari violent. Ici, Dragona est a priori dépeint comme un sale con. Voler l'argent de son copain en scred, ça craint, clairement. Maintenant, on le verra juste après, son copain l'a battu en retour pour ça. Une preuve s'il en est, qu'il s'agissait sans aucun doute d'un manipulateur usant fort de love bombing, comme dépeint par le stand avec ses messages intentionnés tous les jours, etc. D'autant plus avec ce vol qui pourrait, pourquoi pas, signifier une opposition totale de ce dernier envers l'envie de Dragona de se refaire la mâchoire. Au lieu de parler calmement, l'homme privait et cachait en lui une violence qui a été déclenchée par les actions, certes pas top, mais a posteriori l'homme le méritait, de Dragona. Typiquement l'image du Don Juan qui cache ce qu'il est vraiment. Et la suite du chapitre nous le confirmera. L'homme est bel et bien un sale con. Un tableau donc carrément plus nuancé que tel qu'il est raconté par le stand. Même stand qui finira par taunter Dragona, lui dire que sa jeunesse a été foutue en l'air à cause de ça, et qu'il ne pourra rien construire, ni atteindre aucun de ses rêves, à cause de ce début catastrophique. Usant donc des mêmes subterfuges qu'envers Paco, lui disant qu'il est, au fond, un lâche comme sa mère, pour ainsi briser toute la confiance en eux de nos protagonistes, et les faire se retourner. Bien sûr, c'est faux, Dragona est empli de détermination, et Paco est un homme profondément bon. Je continue donc de défendre une fin d'arc forte en émotion, avec la mère d'Usagi qui viendra pourquoi pas enfin accepter son fils, en tout cas en partie. Je suis sans doute trop mielleux et optimiste, on verra, mais je suis prêt de toute façon. Dragona est en tout cas dépeint comme homosexuel, ou à minima bi, venant renforcer mes convictions quant à l'amour d'Usagi. Même si ce dernier mourra avant la fin, petit rappel bienvenu. Orvan, j'ai en tout cas trouvé très intéressant car Araki ne se contente pas de confronter Dragona, de façon frontale, à son identité de genre comme certains s'imaginaient. Ce sujet a déjà été traité, de façon géniale, et je trouve ça cool que les secrets et peurs, auxquels sont confrontés nos protagonistes, ne soient pas tous unilatéraux et manichéens les concernant. Ça aurait fait redite avec Usagi. Là, toucher à des sujets de relations toxiques, c'est très frais pour Jojo, ancré dans la société actuelle, et ces thématiques de rébellion et d'absurdité teintées de gris, inhérentes à The Jojo Land. Et surtout, ça permet de setup des trucs super pour le tour de Jodio. Car en effet, après que Dragona ait succombé et se soit retourné, l'attaque du stand va venir faire des dégâts collatéraux à un tout petit mignon bébé éléphant. La dépiction n'est pas très claire, c'est soit que Dragona était très proche de lui à ce moment-là, soit qu'un bout de clôture ou de chair a été projeté. C'est un peu dommage, mais c'est pas le scandale du siècle. Quoi qu'il en soit, Papa va alors attaquer, au cours d'une superbe double planche ultra dynamique, à la compo soignée, avec ses regards surpris à droite et ce giga écrasement à gauche, rappelant les meilleures heures de Nine sur BO4 Zombie. Le stand confirme que le tour de Jodio approche, ce dernier utilisant November Rain de façon non létale, simplement lourde, pour ralentir l'éléphant. Petit détail continuant le travail de caractérisation de Jodio, entamé avec le sauvetage subtil de l'oiseau dans le bus du chapitre 13, tandis qu'il tente de retirer le sticker du pied de Dragona, bien lié au pied et non à la chaussure. Hyper intéressant. J'aime ce genre d'idée farfelue, qui transcende carrément le fonctionnement de la physique. Cependant, bien sûr, qui dit tentative de forcer le retrait du sticker, dit hantise instantanée. Le gamin apparaît alors, tandis que Dragona se trouve derrière Jodio, inversant la tendance, et venant boucler la boucle de façon très classe. Le stand va alors commencer ses taunts, en parlant de ce calme apparent qu'arbore Jodio, alors qu'au fond, l'homme bout de rage, détestant les injustices, et être pris de haut. En parlant d'être pris de haut, il va alors raccrocher les wagons avec le premier copain de Dragona, qui se serait montré peu tendre avec Jodio. L'homme va alors raconter une histoire levant le voile sur une nouvelle portion importante du passé de nos deux frères. Jodio, après que l'ex de Dragona l'ait frappé, suite à la découverte du vol, va le confronter pour récupérer son pendentif, qu'il a oublié ici. Il lui demande alors très clairement, gentiment, qu'il peut le rembourser s'il veut, corroborant alors les dires du stand quant au calme olympien apparent de Jodio. Mais suite à ce flingue pointé sur lui, quand même, l'homme va foncer droit prendre le pendentif de façon nonchalante, mettant un petit coup de November Rain, transperçant la main de Jean Connard pour lui faire lâcher son arme. C'est ultra stylé, mais l'homme parviendra tout de même à récupérer son flingue et caler une sale balle dans le dos de Jodio, tandis que l'homme, s'étant montré définitivement trop gentil, quittait l'appartement. La planche fait l'effet d'une bombe. C'est violent, on se doutait pas que Jodio avait vécu un tel truc, et la révélation du stand, venant dire que Jean Connard n'a pas été inquiété qu'à considérer comme de la légitime défense, vient planter le clou.
C'est évidemment complètement absurde, injuste, le stand appuyant bien sur ces mots pour faire tiquer Jodio, l'ayant parfaitement cerné. Faut dire que même moi je le vanne là-dessus de temps en temps. Comme cerise sur le gâteau final, toutes les hantises apparaissent en même temps pour déballer tout ce qu'ils savent sur Jodio, dont l'incendie du bus, pour cet effet de mise en scène absolument terrifiant. Jodio, dos au mur, se retourne, et bim. Bon, encore plein de choses à décrypter sur tout ça. Déjà, et ça va a priori contredire un peu ce que je disais il y a quelques minutes quant à Dragona, on est là sur un fait purement réel, sans une once de nuance applicable. Le mec était un sale con, Jodio s'est fait niquer comme pas possible, et ça s'arrête là. Je prends ça de la façon suivante. Ici, le stand a parfaitement cerné Jodio. Il sait que les absurdités le font sortir de ses gonds, malgré son flegme apparent. De par son trouble difficile à appréhender, il aurait été compliqué de jouer sur la confiance qu'il a envers ses proches, d'ailleurs très forte, pour le faire craquer. Alors, il va se contenter de forcer le trait sur ses absurdités, en lui rappelant que lui aussi en a été victime, et à quel point ce sentiment lui fait un mal profond. Justement, pour lui faire perdre son calme et le faire douter, le terrifier en mettant les bouchées doubles avec toutes ses apparitions simultanées. Je vais donc rectifier quelque peu mon analyse du fonctionnement des taunts du stand. Oui, il joue parfois avec les sentiments que ressentent nos protagonistes, à l'envers de leurs proches, pour les faire douter de ces derniers, en particulier avec Usagi. Mais ce n'est pas une fin en soi, simplement un moyen de parvenir à son objectif principal, faire douter nos personnages de ce qu'ils sont, leur faire perdre toute confiance en eux, et ce, en exagérant parfois quelques aspects. Ça tient, pas de soucis, et c'est super. Le seul petit problème que j'ai avec tout ça, c'est que plus le temps passe, et surtout vu ce qu'annonce la fin du chapitre, plus je pense qu'on s'éloigne d'une résolution plus symbolique pour ce stand, avec nos héros qui vont y résister, en affirmant leur détermination. Je pense que ça va juste se résoudre en pétant la gueule du manieur après l'avoir retrouvé, mais j'espère me tromper. Jodio ne serait donc pas le counter naturel de ce stand, de par sa personnalité difficile à appréhender et son trouble, mais cette petite déception a été largement outrepassée par la finesse absolue de l'écriture de ce passage. Cette façon de raconter cet événement, d'abord avec Dragona puis Jodio, en passant par ce stand, et cette relation définitivement superbe, était d'une classe absolue. Outre la fluidité remarquable de cette narration, un aspect est particulièrement brillant, si tant est qu'on le remarque. Lorsque le stand tauntera Jodio, il lèvera son gilet pour mettre l'attention sur sa marque. C'est déjà un élément très symbolique de la famille Joestar par défaut, leur force, mais aussi leur faiblesse. Et cette idée est carrément décuplée avec Jodio et ce chapitre. Car en effet, la marque de Jodio repose sur une cicatrice. Une cicatrice, sans aucun doute causée par une balle lâchée au même endroit, venant faire une transition plus que géniale vers le retour au présent. C'est surtout un symbole très fort. Jodio est littéralement marqué par les absurdités. Il emporte les stigmates au sein même de ce qui représente son âme. C'est un Joestar, marqué par les difficultés de la vie et les injustices, qui est autrement plus sensible que chacun de ses ancêtres directs et spirituels. Ça renforce son identité décidément absolument unique, et donne une vraie profondeur visuelle au personnage, se mêlant parfaitement avec son écriture. Qu'est-ce que la lignée, la notion d'héritage vertueux si chère à Jojo, quand tout ce qu'elle lui a légué, c'est une famille dysfonctionnelle brisée par les absurdités de ce monde? Cette remise en question discrète est absolument brillante. D'ores et déjà un gros respect à ceux qui se feront tatouer l'étoile sur une cicatrice, la symbolique est dingue. Et je suis certain que Jojo finira par trouver ses réponses, à accepter cette cicatrice en même temps que sa marque, à l'issue de son périple initiatique. Bon, après cette grosse analyse de cette scène géniale, revenons à du plus concret pour finir en douceur. Jodio et son frère se font donc piétiner dans cette case à la contre-plongée géniale, renforçant la violence de l'action, suivie d'une utilisation de stand et d'une action de team building bien pique, Usagi demandant à Jodio ce qu'il veut pour le sortir avec Zemate Kudasai. Il demande alors des câbles, venant arrêter l'éléphant à temps et toujours en douceur, correspondant parfaitement à Jodio. C'est intelligent, ultra stylé, et j'adore la gueule de Zemate Kudasai façon câble de Zoo. Alors que l'équipe échange sur le stand et la façon d'en venir à bout, Jodio le résume de façon aussi classe que pertinente. Il utilise les morts pour déterrer les sentiments enfouis de nos cœurs. Avec ce magnifique regard brillant, Jodio annonce que l'ennemi les épie depuis le début. L'arnaque de la mère d'Usagi n'est que la première étape d'un plan avec un objectif bien précis, découvrir l'emplacement du rocher de lave. L'homme a alors bel et bien entendu la conversation entre Rohan et Jodio, comme celui-ci nous le fait comprendre. Comment ? Soit c'est encore une de ces techniques de hacker, l'homme ayant l'air a priori rodé, a l'idée d'installer des malwares sur des appareils électroniques. Soit, par la même technique au contour encore opaque, lui permettant d'accéder au vécu de nos personnages, il a pu entrevoir des échos de cette conversation. Reste à savoir comment l'homme a su qu'ils étaient à la recherche du rocher de lave. Mais je ne peux m'attarder 40 ans là-dessus, car c'est encore très opaque, et la réponse arrivera très vite d'elle-même. Sachant ceci dit que l'idée comme quoi cet ennemi serait à la recherche du rocher de lave depuis peut-être plus longtemps que la famille Howler, il paraîtrait peut-être pas si déconnant
qu'il ait eu vent d'une façon ou d'une autre de l'événement du paquebot. Il aurait dès lors ciblé notre équipe, impressionné par leur capacité à faire tomber Howler, et se disant donc qu'il le mènerait sûrement au rocher de lave. Il aurait alors ciblé le plus faible de tous, avec sa mère crédule et ses doutes existentiels quant à cette dernière, pour les faire partir à sa poursuite, en exploitant un terreau fertile pour torturer Usagi avec Max, et les faire passer par un zoo, zone où l'homme pourrait s'en donner à cœur joie pour créer des hantises, en exploitant le terrain et ses féroces animaux à son avantage. Il y a sans aucun doute une raison encore plus précise à ce vagabondage forcé de la mère d'Usagi, et sa potentielle destination finale importante, mais il est encore compliqué d'en faire des conclusions. Usagi fait en tout cas le gros débile en parlant ouvertement du code, tandis que Jojo aura farm sur cette très cool planche en opacité, avec l'image de ce fameux volcan en fond. Tout le monde panique suite aux explications de Jojo, ce dernier gardant cependant un calme hors du commun avec ce regard très doux. Et je suis d'accord avec le point de Dragona. Quel genre d'ennemi peut être assez chépère pour autant s'investir dans un plan machiavélique? J'ai beaucoup d'attentes quant à la personnalité et au cara de ce dernier. J'ai ultra hâte de le découvrir. J'espère un truc bien over the top comme il faut. La fin du chapitre va ensuite mettre en place la suite comme il faut, avec une idée assez originale. Jojo va, en effet, se mettre tout à coup à chercher un truc sur la carte pour retirer tout ça, ces fameux stickers. L'homme est sûr de lui, on comprend aussi peu que le groupe, et il va demander des batteries au lithium à Zomate Kudasai. Il prend alors la pause, devant un enclos encore inconnu, expliquant que s'il est impossible de retirer les stickers par eux-mêmes, alors quelqu'un d'autre le pourra. Un humain sera sans aucun doute aussi affecté, mais un animal, avec des crocs qui se plantent dans des batteries au lithium pour enflammer leur bouche, en serait sûrement capable. Alors qu'il saute, l'homme se retrouve alors face à ce qu'il cherchait sur la carte du zoo il y a quelques minutes. Des lions, oui, des lions dans The Jojo Lands, avant Jojo Lion. Putain, cette planche, cet AV1 bourré d'aura face à ces putains de lions superbement dessinés, loin du loup de SBR. Qu'est-ce que c'est cool! Ça fait du bien ce genre de moment complètement débile et over the top, en particulier dans le cadre d'un stand aux implications assez lourdes. Son plan a l'air en tout cas franchement débile, et j'ai du mal à bien le cerner. Il veut foutre une batterie au lithium dans sa chaussure, puis faire mordre sa semelle au lion, pour que tout explose en même temps. Il a l'air de faire un truc avec son pantalon là, ce qui me fait penser qu'il cherchera à caler une batterie dans le coin, peut-être. Mais ça va lui défoncer le pied. Ou alors il veut brûler la gueule du lion en lui faisant mordre la batterie, jetée quelque part, puis sa semelle, alors que les dents sont chaudes et enflammées, pour maximiser les chances de retirer le truc à la dure. J'ai fait mes recherches, et les batteries au lithium peuvent simplement brûler ou exploser, selon l'état et le niveau de certification de la batterie. En tout cas, ça m'a fait pouffer et sauter de ma chaise de hype en même temps, j'ai très hâte. Un peu de violence crasse va me faire un bien fou. J'espère que mon gars Paco sera encore de la partie dans le combat, car c'est bien celui qui rime le plus, avec over the top et combat complètement con. Curieux quant à l'écriture de Jojo, ceci dit, qui jusqu'à maintenant évitait de faire du mal aux animaux. Peut-être qu'en faisant très vite son coup pour éteindre leur bouche avec une petite pluie bien sentie juste après le sticker retiré, ça pourrait faire peu de dégâts. Mais l'explosion, ou la brûlure, m'ont tout l'air d'être instantanées. Ça m'étonnerait que les lions s'en sortent sans graves séquelles. À voir. Ça fait en tout cas très longtemps que j'avais pas été autant hypé par une confrontation pure dans The Jojo Lands. J'ai beau me faire tous les scénarios, je me trouve aucune raison que cette galère se finisse bien, ce qui laisse la porte plus que jamais ouverte à la surprise d'une utilisation de stand absolument fantastique. Régale-nous Araki. Allez, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Jojo et Paco contre les lions, c'est dans à peine quelques jours. Eh bah c'était super, putain! Franchement le combat qui me plaît le plus jusqu'à maintenant, juste devant Glory Days et 200 Balloons. Le stand a un concept absolument génial, les dépictions visuelles et sa caractérisation sont franchement exceptionnelles. Et puis l'idée de relier tout ça avec un vrai développement fascinant pour Dragona et Jodio, quel bonheur! Je m'attendais pas exactement à ça, mais cette direction me plaît énormément. Il y a bien quelques idées un peu floues, me faisant toujours me demander si Araki ne fait pas que partir d'une idée globale pour écrire dans le détail ses stands au cours des chapitres. Mais je laisse le bénéfice du doute pour l'instant, et c'est pas un scandale, tout reste particulièrement compréhensible et bien mis en scène. Ces idées de situation, cette dynamique de groupe, ces utilisations de stands, ce rythme frénétique, sérieux quel bonheur. On a la parfaite alliance d'une goofiness absolument assumée, et d'un sacré mystère bien serious business, avec l'identité du manieur. Le tout dans un cadre ultra frais, cet arc est vraiment un bonheur, et je pense qu'il a le potentiel de devenir un des combats cultes de Jojo. Les dessins sont aussi particulièrement savoureux comme d'habitude, avec des expressions faciales saisissantes, des clairs-obscurs hyper classieux, mettant en avant la terreur qu'instaure le stand, des plans de caméra toujours aussi dynamiques, et des animaux et des corps magnifiques. C'est un vrai régal. Hyper hâte de voir où tout ça va aller. Le mois prochain promet de la bagarre bien exaltante et défoulante, ça va être savoureux. Vive The Jojo Lands! Et bien voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
De mon côté, compliqué la motive pour cette dernière parce que je suis vraiment en plein rush de fin de projet, c'est très compliqué, puis il se passe plein de trucs dans ma vie. Je suis très fatigué et j'ai besoin de vacances, mais ça va le faire et ça n'empêche que ça a été un plaisir à faire dès que j'étais dedans. Donc j'espère que ça s'est ressenti et je suis toujours aussi désolé du délai de ces reviews. Vous le savez, je suis en train de petit à petit réfléchir à les réduire de plus en plus pour pouvoir me reposer et me concentrer sur des plus grosses vidéos qui me tiennent plus à cœur, tout en continuant évidemment ces reviews que j'adore faire et que je continuerai tant que je pourrais me le permettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire ainsi que de la review, ça me ferait plaisir. À lâcher un petit like et partager la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément en ce qui concerne le référencement, tout ça. Et sur ce, on donne rendez-vous du coup dans très peu de temps pour la découverte du chapitre, et dans sûrement un peu plus longtemps pour la review. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, tout ce que vous voulez, un excellent début de vacances, et n'oubliez pas que The Jojo Land, c'est quand même vachement bien, et oui.